podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. On reçoit Samuel Kogolati qui est coprésident d'Ecolo avec Marie Lecoq. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Alors, on va parler de beaucoup de choses, notamment de situations et d'actualités qui sont brûlantes. Mais avant toute chose, comment allez-vous et surtout comment va Ecolo ? C'est vrai qu'il y a eu des moments un peu difficiles après les élections. Comment ça se passe pour le moment ? Écoutez, on est debout. Maintenant, on va pas se le cacher. Les vents sont contraires. Et je dirais pas seulement les résultats négatifs obtenus aux élections, mais c'est clair que le contexte général en Occident, en Europe, est particulièrement difficile. Et donc, oui, nous sommes parfois, effectivement, dans une impression de nager à contre-courant, mais on se donne à fond et on a en tout cas la détermination de faire émerger une nouvelle société. Et on est certain qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre programme, notre projet de société écologique reste pertinent. Parce que c'est vrai que l'écologie politique, par moments, semble un peu soit décriée, soit accusée de certains mots énergétiques ou économiques ou autres. Il faut aller à l'encontre de cette perception-là, sans doute. Je dirais qu'il ne faut pas se tromper de cible. Vous savez, c'est un peu comme vous avez un feu, un incendie de forêt, et vous commencez à cibler le pompier qui en fait se donne corps et âme pour éteindre l'incendie. Je crois que c'est parfois un peu la même chose aussi à l'encontre de l'écologie. Je pense que l'écologie, aujourd'hui, elle est porteuse de solutions, mais c'est vrai à contre-courant du modèle dominant actuel. Parce qu'il y a d'autres foyers d'incendie aussi. Il y a les guerres qui reprennent, les nationalismes, il y a des difficultés économiques et budgétaires. Donc en fait, ça fait peut-être beaucoup de choses, des guerres commerciales. Oui, quand vous demandez, je pense aux Belges dans la rue, que moi quand je vais sur le marché, dans ma commune, et que vous demandez effectivement l'avis des gens sur leur avenir, c'est clair que la plupart vous répondront qu'ils sont particulièrement pessimistes. Et donc je pense que là, c'est aussi à nous d'adopter une nouvelle lecture de l'actualité, aussi de notre programme politique, et de pouvoir incorporer dans notre vision de la société, c'est vrai, une lecture plus géostratégique. On se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir continuer comme avant, et qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a vraiment une valeur centrale pour laquelle je me bats, c'est la valeur de l'autonomie. Je pense aujourd'hui que nous devons reprendre en main notre destin. Il y a vraiment un enjeu à reprendre le contrôle en Europe et en Belgique. Parce que vous avez fait un vrai travail de fond, en tout cas de rencontre sur le volet économique de votre programme. Ce n'est pas le seul, évidemment, vous avez une vue plus générale, mais vous avez fait ce travail-là, notamment en rencontrant des entreprises, donc quelque part pour nourrir votre vision. Et comment vous la décririez, votre vision ? Mais c'est vrai, vous avez raison. Moi, je ne m'attendais pas, Olivier Mouton, quand nous avons pris les rênes d'Ecolo en juillet 2024, à ce que les entrepreneurs et à ce que le monde économique soit en fait aujourd'hui devenu notre premier partenaire. Ah, carrément. Donc, vraiment, nos premiers partenaires dans la transition, aujourd'hui, c'est clairement tous ces écopreneurs, toutes ces entreprises qui décident d'avoir des plans de zéro émission ou de transition écologique ou climatique, en fait, vachement plus ambitieux que les plans qui sont aujourd'hui défendus au niveau politique, gouvernemental. En fait, ouais. Mais très clairement. Vous savez, j'étais la semaine passée dans une société, une entreprise éco-stérile du côté de Mons. Il me disait, on exporte aujourd'hui dans quasi tous les pays du monde, y compris en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Le seul pays où aujourd'hui on n'a aucun débouché, c'est en Belgique. Pourquoi ? Parce que la législation est beaucoup trop compliquée. Alors qu'ils sont aujourd'hui... Et qu'il y a des intercommunales qui ont phagocyté le dossier. Qui sont aussi dans un modèle justement de traitement des déchets médicaux, mais de traitement écologique impliqué dans une économie circulaire. Oui, de recyclage. Donc, vraiment un modèle, mais super louable, que nous devrions soutenir. Et donc on voit vraiment qu'il y a du travail, y compris en Belgique, y compris en région wallonne, pour simplifier les règles et justement booster au maximum toutes ces entreprises qui se donnent déjà, qui investissent dans la transition écologique. Moi là, j'y crois vraiment parce que je pense que nous devons compter sur nos entreprises, sur nos industries pour vraiment marquer la différence par rapport, c'est vrai, à l'économie qui dépend des énergies fossiles. Oui, parce que c'est ça, une des clés que vous mettez en avant souvent, c'est de dire on consacre des montants considérables encore aujourd'hui aux énergies fossiles. On pourrait consacrer ces moyens-là à d'autres. Est-ce que c'est réaliste ? Alors, c'est plus que réaliste. Je dirais même que c'est une obligation aujourd'hui d'observer que chaque euro
que vous dépensez dans des énergies fossiles on parle de quel est un montant, euro qui part en fumée. On parle au niveau, par exemple, du gouvernement fédéral belge, de 13 milliards d'euros de subsides, donc ça veut dire des aides publiques, c'est-à-dire que les gens payent de l'argent pour en fait soutenir les énergies fossiles. C'est littéralement se tirer une balle dans le pied, c'est envoyer notre argent belge public aux dictatures de pays du Golfe, à la Russie de Vladimir Poutine ou pour le gaz de schiste américain de Donald Trump. Certains disent qu'il n'y a pas encore toutes les alternatives pour ça. Donc alors c'est vrai, et c'est pour ça qu'on parle de transition. Ouais. Donc je suis très pragmatique, la transition elle ne va pas se faire en un jour, mais par contre nous avons vraiment une responsabilité, nous comme politiques, de mettre en place le cadre et de dire nous avons un cap. Le cap c'est une Europe zéro carbone, une Europe beaucoup plus autonome, y compris sur le plan énergétique, et c'est là que nous devons mettre le paquet. Moi ce que j'observe aujourd'hui, et ça me désole, c'est que nous avons des gouvernements qui non seulement détricotent tout ce que nous avons mis en place au cours des 5 dernières années, mais surtout qui bloquent sur le déploiement de l'éolien offshore en mer du Nord. Pour des raisons de coût. Enfin, par exemple, l'îlot Princesse Elisabeth, c'est parce que ça coûtait très cher. Oui, c'est vrai, mais parfois, c'est aussi au-delà de la zone Princesse Elisabeth et surtout de l'île énergétique, c'est le blocage, en fait, sur simplement la mise en route, alors que tout était là. On avait lancé justement l'appel à projet, et là, tout est retardé de minimum 1 an. Ça désole le monde économique qui, effectivement, a investi des millions d'euros dans la recherche et le développement justement de ces éoliennes offshore en mer du Nord. On promettait d'être vraiment la première centrale électrique verte d'Europe occidentale, et là on n'y est pas, c'est un désastre. Il y a un débat qui vous a coûté quand même cher, alors on ne sait pas le mesurer exactement, mais c'est tout ce débat sur le nucléaire, la loi qui avait été adoptée en 2003 sur l'abrogation du nucléaire, sur lequel la nouvelle majorité est revenue, mais enfin on a beaucoup dit c'était une solution écolo bloquée. Bon, finalement vous n'avez pas bloqué, il y a 2 réacteurs qui ont été prolongés, mais est-ce que ça c'est un sparadrap qui vous colle à la peau, et est-ce que finalement le nucléaire ne fait pas partie de la solution ? Alors moi je suis très pragmatique, vous savez que je vis à Huy, donc juste en face justement de la centrale nucléaire de Tihange, donc j'ai pas mal d'amis qui y bossent au quotidien. Nous avons, comme vous l'avez très bien dit, prolongé ce qui pouvait être prolongé, c'est-à-dire les 2 réacteurs les moins anciens de Tihange 3 et de Doel 4. Mais encore une fois, moi je suis réaliste, j'entends la FCN qui nous dit que les autres réacteurs, pour des raisons de sûreté nucléaire, ne peuvent pas être prolongés. J'entends l'exploitant nucléaire, le premier concerné, Engie Electrabel, qui dit niet, on n'en veut plus. Nous avons aujourd'hui une stratégie de groupe, au-delà de la Belgique d'ailleurs, de groupe mondial basé à Paris qui dit non, nous allons investir à fond dans le renouvelable et dans cette transition écologique. J'entends aussi Elia qui nous dit que le réseau à haute tension en province de Liège est totalement bouché aujourd'hui. Et donc, moi, je dis attention, les beaux grands discours et les grands tralala de notre nouveau ministre de l'Énergie n'ont jamais produit un seul mégawatt. Et donc, je demande vraiment... Pas encore, ça prend du temps. Oui, ça prend trop de temps. Et je remarque surtout, et j'observe, que des projets qui sont déjà ficelés, pour lesquels, vraiment, il ne suffirait qu'à déclencher et qu'à donner un go, un feu vert, aujourd'hui sont mis à l'arrêt, faute de volonté politique. Que ce soit en mer du Nord ou sur le sol wallon. Il y a 674 mégawatts aujourd'hui de projets de batteries et de projets de parcs photovoltaïques qui sont bloqués purement et simplement parce que la ministre Cécile Neven refuse d'avancer. Et ça me désole parce que, encore une fois, nous avons vraiment une nécessité d'électrifier au maximum notre mix énergétique et d'avancer dans la transition. Et l'énergie aujourd'hui qui vraiment coûte la moins chère, qui est la plus disponible, c'est l'énergie éolienne, solaire, celle qui est présente en abondance. Oui, qui en même temps est intermittente. Donc il faut trouver des solutions pour qu'on pallie au moment où il n'y a pas cette énergie-là. Tout à fait, par ailleurs, c'est tout le sens des interconnexions, des parcs de batteries, des solutions de stockage, mais qui vont parfois à l'encontre de l'autonomie dont vous parlez. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut être interconnecté. Alors au niveau européen, sans doute... Au niveau européen, non. Le rêve, vraiment, c'est de pouvoir construire... On a beaucoup parlé d'Union européenne autour du charbon dans les années 50. Aujourd'hui, moi, je crois vraiment à une Europe de l'énergie verte. Vraiment, on peut y arriver. Moi, je rêve d'un jour qu'on puisse profiter de l'énergie éolienne vraiment produite au large du Danemark, mais aussi de l'énergie photovoltaïque produite là où il y a beaucoup de soleil, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Ça, c'est une vraie vision pour l'Europe. Vous savez, à un moment donné, on avait un président américain qui a dit en 1961 « on va aller sur la Lune ». 10 ans plus tard, il le faisait. Moins de 10 ans plus tard. Moi, je dis simplement, mais...
faisons-le aussi ici. Et pourquoi est-ce que nous ne serions pas capables de dire on va rester sur Terre et on va se donner les moyens d'y arriver? Donc ça, c'est le cap vraiment qui manque pour l'Europe. Moi, je crois qu'en Europe, on ne manque pas de talent, on manque surtout de cap stratégique et de regarder dans une seule et même direction. Et en même temps, le gros enjeu que certains mettent en avant aujourd'hui, c'est la compétitivité, c'est-à-dire que quelque part, nos entreprises souffrent très fortement de la concurrence avec la Chine et les États-Unis singulièrement, parce que le coût de l'énergie est trop cher, parce que le coût des salaires est trop élevé, parce qu'il y a trop de réglementation, et donc on dit en substance, ça c'est la priorité, c'est là qu'il faut aujourd'hui lâcher les chevaux. J'allais dire, est-ce que ça c'est une préoccupation que vous comprenez ? Oui, totalement, et je pense que là aussi il y a un enjeu politique à rendre justement ces filières vertes, qui sont bonnes pour la planète et bonnes pour l'économie et bonnes pour l'autonomie, beaucoup plus effectivement vertueuse aussi sur le plan financier et beaucoup plus compétitive. J'étais récemment chez Knauf, donc qui fabrique des panneaux d'isolation pour nos maisons. Il me disait, aujourd'hui on a lancé une nouvelle unité justement d'économie circulaire pour pouvoir recycler tous les panneaux de fibres de verre qu'on retrouve sur tous les chantiers de démolition. Ultra malin. Mais malheureusement, ce qui sort aujourd'hui de leur filière circulaire et du coût de recyclage coûte en fait beaucoup plus cher au final. Ça ne devrait pas être le cas. En fait, ça devrait être le contraire. Ce qui est vert doit aujourd'hui coûter moins cher. Et là, nous avons vraiment une obligation, nous comme politiques, de mettre en place toutes les mesures pour justement booster ces filières circulaires. Et donc là, on a une grande responsabilité. Samuel Kogolati, quand vous parlez de cette stratégie économique, on a parfois aussi tendance, dans la caricature sans doute qu'on fait des écolos, de dire ils sont pour la décroissance. Et la décroissance, ça ne nous mènera à rien, si ce n'est à une terre brûlée. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous dites, en fait, on doit. C'est pas nous, ça. On est plutôt pour une croissance juste et durable. Alors moi, je suis surtout pour une croissance des domaines les plus vertueux pour la planète, pour l'économie, pour le bien-être des gens. Et une décroissance de ce qui est mauvais. Et une décroissance de ce qui est mauvais. Donc je suis assez clair et limpide. Je n'utilise pas de langue de bois. Je dis que clairement, effectivement, tous les investissements dans le charbon, par exemple, mais c'était du siècle précédent. Globalement, tout le monde est d'accord. Ouais, mais pourtant, on observe quand même qu'encore aujourd'hui, on a un gouvernement fédéral qui refuse de sabrer justement dans les subsides aux énergies fossiles, alors qu'on pourrait s'en donner les moyens. Et je crois, encore une fois, qu'on doit effectivement booster la croissance de tous ces nouveaux domaines, de ces technologies vertes, des énergies renouvelables, des filières de l'économie circulaire, où on peut devenir premier. Et là, il y a un véritable enjeu aussi pour la compétitivité du continent européen. Alors, en préparant, vous m'aviez dit, il y a un élément important dont j'aimerais parler, c'est ce qui se passe en Chine, notamment l'adoption d'un plan quinquennal. Alors, on sait que c'est une économie planifiée, mais que c'est des éléments importants. Pourquoi, selon vous, c'est important qu'on regarde ça ? C'est énorme. Donc, c'est la réunion la plus importante au niveau du Parti communiste chinois, qui dirige donc l'une des premières économies mondiales sur les 5 prochaines années. Et donc, en fait, on devrait toutes et tous, si on s'intéressait un peu à l'économie, justement avoir les yeux rivés sur ce qui se passe actuellement en Chine. Et qu'est-ce que ça nous dit du coup ? Ça ne nous dit rien de bon, en tout cas pour l'autonomie européenne. On voit que par exemple, ils vont décider d'arrêter les exportations de terres rares, y compris vers l'Europe. Et donc encore une fois, pour moi, c'est un argument massu pour dire nous devons reprendre en main notre destin. Aujourd'hui, l'autonomie stratégique du continent européen, en fait, c'est une question de survie. Une question de survie pour nos entreprises en Europe. Et c'est vraiment pour ça qu'on doit se battre. Moi, je dis attention à tout le temps dire oui, on peut aller tout chercher en Chine. Attention au grand déménagement de toutes nos usines, de toutes nos industries vers la Chine. On l'a vu dans le bassin liégeois, avec des usines qui étaient démontées et qui étaient envoyées en pièces vers la Chine. Moi, je dis stop. Nous devons aujourd'hui reprendre en main notre destin et dire nous pouvons investir de nouveau dans la réindustrialisation verte du continent européen. Ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faut rouvrir des mines, ce que propose la majorité wallonne et engagée, par exemple. Est-ce que ça, c'est... Parce que c'est un peu le nerf de la guerre, les terres rares, les matériaux critiques et tout ça. Est-ce que, du coup, alors on est très en retard en Europe, mais est-ce que c'est un chemin ? J'ai une réponse très nuancée à ce sujet. Donc, d'un côté, oui, effectivement, mais de manière durable, de manière intelligente. Et comment le faire de manière intelligente ? C'est aussi, justement, en recyclant au maximum
tous les matériaux rares, et y compris tous ces métaux rares, que pour le moment nous jetons comme ça dans les Donc l'économie circulaire a une grande place à jouer. L'économie circulaire a au moins une grande place à jouer. On estime que ça peut jouer 15 à 20% du PIB européen dans les années à venir. Et donc c'est là que vraiment j'étais avec Kaya, je vous le dis, il y a un peu près une semaine, qui nous demandait un soutien très fort de la part du politique. On pourrait tout à fait penser aussi la fiscalité pour justement booster ces filières circulaires et avantager les produits qui sont issus de ces entreprises belges et européennes. Alors, vous savez que pour le moment, il y a des conclaves budgétaires à tous les étages, du gouvernement fédéral aux entités fédérées. Bon, il y a des entités fédérées qui ont accouché de leur copie en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et qui ne donnent rien de bon. Justement, qu'est-ce que ça vous fait penser ? Non, je suis très inquiet, je ne le cache pas. Je vois qu'on a vu très très rapidement le gouvernement wallon annoncer des cadeaux fiscaux, notamment sur les droits d'enregistrement, sur les droits de succession, ce qui a coûté littéralement des centaines de millions d'euros au budget de la Wallonie, pour en plus de mauvaises politiques. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher d'acheter une maison, alors que ces droits d'enregistrement ont été baissés. Mais évidemment, voilà, effet d'aubaine, et donc tous les prix de l'immobilier ont augmenté massivement. Donc on voit que c'est typiquement vraiment des mesures de droite bêtes et méchantes, sans de vision. Et aujourd'hui, ils sont obligés du coup d'épurer, d'aller casquer sur d'autres budgets alloués aux familles, aux allocations familiales, à l'AVIC pour tout ce qui concerne la santé, et puis dans toutes les aides à l'emploi. Et donc effectivement, je crois que le gouvernement wallon fait fausse route. Je pense aussi que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles fait fausse route en s'attaquant à la culture, en s'attaquant par exemple à la gratuité dans l'école, mais aussi dans les académies de musique. Je pense vraiment qu'on doit comprendre que la plus-value du continent européen, mais aussi de notre économie, c'est l'économie de la connaissance. C'est la création de talents que nous avons en Belgique et sur le continent européen. Et je crois que sabrer aujourd'hui dans l'enseignement et dans l'éducation, c'est vraiment une très très mauvaise chose qui risque de nous coûter très très cher, pas seulement maintenant, mais aussi à long terme pour la future génération. En même temps, on vous rétorquera que l'argent ne pousse pas sur les arbres et qu'à un moment, il faut sans doute passer par une cure, alors je ne sais pas si le mot assainissement en tout cas, revenir le plus rapidement à l'équilibre. Mais comment on peut le faire alors, maintenant, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement fédéral qui dépense à tout va. On a Donald Trump qui demande 5% de dépenses du PIB dans la défense et dans l'armement. Qui dépense à tout va, vous voulez dire surtout pour la défense. Surtout pour la défense et surtout, disons-le franchement, pour des F-35 américains de Lockheed Martin. Donc encore une fois, un très mauvais pas pour l'autonomie européenne. C'est une décision qui avait été prise avant, par le gouvernement MRNVA sous la suédoise, mais qui décide aujourd'hui d'en acheter 11 supplémentaires. Donc je crois vraiment que ce sont des mauvaises décisions qui vont dans le mauvais sens, en tout cas qui ne vont pas dans le sens d'une souveraineté de la défense européenne. Et c'est ça qui, moi, m'inquiète très très fort. Je vois que ces mesures vont à contresens, y compris de l'équilibre budgétaire. Donc finalement, ce sont ces petites mesurettes, ces petits cadeaux fiscaux que ces majorités MR engagées ont prises dès le début de la législature, qui mettent aujourd'hui le budget dans le rouge. Donc c'est ça qu'il y a un peu quelque part de paradoxal et de contradictoire par rapport à leurs grandes annonces et leurs grandes promesses électorales. Alors nous sommes le week-end et le gouvernement d'Oeuvre est encore en train de plancher sur son budget. Ça a l'air compliqué. Est-ce que vous vous dites que c'est parce que le point de départ de dire il faut économiser 10 milliards et absolument et à tout prix est mauvais, ou bien parce qu'il y a un autre ver qui est dans le fruit de cette majorité qui pourrait peut-être exploser si on y prend garde? Moi, j'observe une majorité au niveau fédéral qui n'a pas de cap, qui n'est absolument pas claire. On dit 10 milliards, parfois 8, parfois 6. On ne sait même pas vers où ils vont. Je crois que même vous ne sauriez pas vous le dire. Ce week-end, on observe que pour 2026, on annonce un déficit budgétaire de 26 milliards d'euros. Et donc, non seulement cette majorité MR, NVA engagée nous met dans le rouge, mais en plus, presque comme des citrons, la classe moyenne. Et c'est là que je suis vraiment très inquiet. Et ce n'est pas une surprise si, la semaine passée, on avait une manifestation monstre avec 140 000 personnes dans les rues de Bruxelles. C'est du jamais vu. On n'avait plus vu une manifestation aussi importante depuis des dizaines d'années en Belgique. Je crois que c'est un signal important et j'espère vraiment que les membres de cette coalition vont se réveiller et aussi avoir quand même un peu plus d'intérêt pour la question climatique. Je suis extrêmement inquiet quand j'entends le vice-premier ministre Clarinval du MR parler de pause sur le climat et
de ne rien voir aboutir en termes de lutte pour l'environnement, contre les pesticides les plus dangereux, pour la protection de la planète. Donc effectivement, je pense que ces gouvernements aujourd'hui font fausse route et il est vraiment temps qu'ils se reprennent. Ça fait 2 semaines qu'on attend le fameux State of the Union et donc la direction du Premier ministre. On ne sait toujours pas où ils en sont. Franchement, ça commence à puer. Ça vous fait penser aussi à vos collègues français qui disent à chaque fois qu'un Premier ministre s'exprime, il n'y a jamais un mot sur le climat ou l'environnement. Est-ce que vous avez un peu ce même ressenti Oui, les engagés essayent quand même d'amener un peu le sujet, malgré tout, chez nous. Mais... Oui, la différence, c'est que les engagés, c'est vrai, en parlent, mais n'en font rien. Je observe qu'effectivement, toutes les mesures prônées par l'EMR sont en fin de compte soutenues par les engagés dans les faits. Et c'est vrai que ça va à l'encontre de toutes leurs promesses de campagne, parce que vous le savez, ils promettaient 500 € de bonus pour la classe moyenne qui bosse, ils promettaient de défendre la culture, la santé. Finalement, on en est loin. Et justement, ce sont ces domaines-là qui aujourd'hui sont les premières victimes des mesures d'austérité de ces gouvernements à tous les niveaux de pouvoir. Mais c'est vrai que c'est une tendance qu'on observe aussi au niveau européen. Moi, je suis très inquiet de voir qu'on a aujourd'hui une Commission européenne qui n'a même plus de commissaire attitré pour le Green Deal, alors que c'est là l'enjeu du siècle. Donc vraiment, je crois qu'il est temps de se ressaisir, et c'est là que je vous dis, on n'a plus que jamais besoin, je crois, d'un parti, d'une force politique qui peut faire des ponts avec le monde entrepreneurial, avec toutes ces entreprises qui décident d'effectivement investir dans la transition, dans la transformation climatique, mais aussi avec le monde académique, avec le monde syndical. On a besoin d'une force politique qui est capable de faire la nuance, mais aussi de faire la synthèse entre ces différents courants pour représenter autre chose. Je crois que les gens ont plus que jamais besoin d'espérer, d'avoir une alternative pour sortir de ce marasme à la fois économique et politique. Et ça, le monde patronal semble l'entendre, selon vous? Vous qui avez eu pas mal de contacts, Oui, je suis positivement surpris. J'essaye de passer au moins une journée par semaine dans le monde des entreprises, simplement pour apprendre, pour écouter, pas tellement pour donner des leçons, c'est pas ça le but, mais surtout pour tirer un maximum de bonnes leçons, d'exemples, de la pratique, que ce soit d'entreprises sur mon territoire ou d'autres provinces, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous sommes la dernière génération à pouvoir agir pour le climat, et donc plus que jamais, on a besoin de réels, de vraies solutions, de concrets, plutôt que de beaux grands discours, et donc c'est un appel au pragmatisme, un appel vraiment au réalisme écologique. Donc selon vous, les solutions, parce qu'on dit parfois, on oppose parfois un peu les décroissants aux partisans des solutions technologiques, selon vous, il faut les deux ? Pour moi, aujourd'hui, les deux vont de pair. On a besoin d'économie et le monde économique a besoin de prospérité, de soutenabilité et donc d'écologie. Je crois que tout le monde se rend compte que sans planète viable, ce sera très très difficile d'avoir une prospérité partagée. Et donc c'est le bon sens aujourd'hui qui nous impose de faire les bons choix et de choisir l'autonomie plutôt que la dépendance aux énergies fossiles. Est-ce que vous dites parfois que chaque été, il y a des incendies importants, encore cet été en France, en Espagne surtout, il y a des inondations, des phénomènes extrêmes, etc. Est-ce que vous dites, en fait, malheureusement, on est un peu en train de s'habituer à ça, il n'y a plus le même degré d'urgence, il y a des jeunes qui ont manifesté pour le climat, ça touchait tout le monde, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. On avait une énorme marche pour le climat le 5 octobre dernier. Je me souviens que toute la presse se demandait s'il allait avoir plus de quelques centaines de personnes. En vérité, on était 30 000 dans la rue à demander des mesures climatiques ambitieuses. Je me souviens d'un sondage Ipsos il y a quelques semaines qui demandait aux Belges s'ils vous en voulaient plus justement pour le climat. On remarque que c'est quand même 6 Belges sur 10 qui aujourd'hui demandent plus d'ambition climatique de la part de nos gouvernements. Et donc, en fait, c'est pas tellement la mobilisation citoyenne qui fait défaut, c'est plutôt la mobilisation au niveau politique. Et là, c'est vrai. Vous dites, quelque part, les entreprises sont actives dans le domaine. Et c'est le cas. Je connais peu d'entreprises qui n'ont pas un plan écologique, qui n'ont pas un plan de transition vers le zéro carbone, tout simplement parce qu'elles comprennent que c'est aussi une question de survie pour leur business model. Et donc, elles veulent se préparer. Et ces entreprises et ce monde entrepreneurial voient parfois plus loin que le monde politique qui ne réfléchit qu'à l'échéance de la prochaine élection. Et des citoyens qui sont conscients, c'est vrai que dans une époque particulière, Donald Trump, le président américain, a une nouvelle fois quitté les accords de Paris. C'est quand même des signaux qui sont préoccupants. Et je dirais même cataclysmiques. On a aujourd'hui un président Trump qui décide de désinvestir justement dans les satellites de la NASA pour mesurer la température de l'atmosphère et mesurer aussi le volume de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est un peu comme si vous décidiez
effectivement d'éteindre la lumière pour ne pas voir l'incendie. Enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, je crois que nous ne pouvons pas aujourd'hui faire comme Trump, se mettre la tête dans le sable et jouer l'autruche. Je crois qu'il est grand temps de se réveiller et d'observer que nous sommes là face aux défis du siècle, de l'humanité. Et je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de plus important que la survie de l'humanité et que la survie de la planète. Et donc vraiment, je reste persuadé que nous avons besoin d'une alternative sociale, écologique, qui a du sens et qui est aussi pragmatique. Alors avant de devenir coprésident d'Écolo, vous étiez député fédéral, vous avez même été élu à un moment le meilleur député du monde, si je ne me trompe pas. C'est juste. Ce qui était un bel honneur. Oui, c'était un bel honneur. Vous êtes aussi diplômé, si je ne me trompe pas, à la fois dans les domaines géopolitiques et donc passionné par ces questions-là. Comment vous regardez la façon dont le monde évolue aujourd'hui avec l'ère des prédateurs ou des empires, comme certains le décrivent? Ça vous fait froid dans le dos? Oui, ça fait froid dans le dos, mais vous avez raison que j'adopte une lecture géostratégique du monde. Okay. J'ai un doctorat en droit international et c'est ce qui m'aide justement aujourd'hui à comprendre ce basculement. Et je crois que nous devons bien prendre conscience que nous sommes aujourd'hui interdépendants. Que effectivement, si nous décidons de continuer à investir dans des énergies fossiles et dans des importations de pétrole et de gaz depuis la Russie, oui, de nouveau, on se tire une balle dans le pied parce qu'en fait, on nourrit nos adversaires stratégiques, voire nos ennemis. Et donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est une alternative qui a du sens, mais qui est aussi sérieuse sur le plan géostratégique. Et c'est là, je crois, que nous pouvons marquer la différence par rapport aux populistes de tout poil, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. Est-ce que vous êtes inquiet des menaces russes et chinoises? Si je ne m'abuse aussi, alors je ne dévoile pas tous vos secrets, mais vous avez beaucoup travaillé sur les Ouïghours quand vous étiez au Parlement. Oui, d'ailleurs, vous étiez sur une liste noire ou rouge, je ne sais pas comment il faut appeler, des autorités chinoises. Voilà. Est-ce que selon vous, c'est un sujet de préoccupation dont on n'est pas assez conscient? Oui, je pense qu'il y a quelque part un éloignement ou une sorte d'aveuglement, ou en tout cas de silence complice par rapport à ce qui se passe en Chine. On n'est pas conscient qu'il y a aujourd'hui un génocide en cours contre cette minorité ouïghour en Chine. On parle de camps de concentration avec des millions de détenus, de personnes complètement innocentes qui sont enfermées là simplement en raison de leur langue, de leur ethnie et de leurs croyances religieuses. C'est un véritable scandale qui devrait toutes et tous nous réveiller. Moi, je l'ai dénoncé au Parlement fédéral. Je suis assez fier d'ailleurs d'avoir pu faire adopter à l'unanimité, moins évidemment l'abstention du PTB, la reconnaissance du génocide ouïghour. Voilà. Mais maintenant, je pense que malheureusement, on doit passer à l'action et on doit pouvoir effectivement briser ce silence complice à l'égard de Xi Jinping et de pouvoir effectivement nous rendre beaucoup plus indépendants, beaucoup plus autonomes de ce pouvoir qui reste dictatorial, qui reste une dictature communiste. Alors il y a la guerre en Ukraine qui évidemment nous préoccupe tous, à juste titre sans doute. On a l'impression que ça avance pas beaucoup. Il y a une décision alors qui est économiquement importante cette semaine, c'est que on semble enfin se diriger vers l'utilisation des avoirs russes qui sont bloqués en Belgique, les fameux milliards qui sont chez Euroclear. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Comment vous percevez ça? Je ne sais pas si vos téléspectateurs se rendent compte qu'on parle quand même de 200 milliards d'euros, c'est énorme. Et moi, je dis, il y a justement, encore une fois, le droit international, un principe clé, c'est qui casse paye. C'est le principe de réparation. Et donc, je dis, ce n'est pas aux populations civiles, qu'elles soient belges, européennes ou ukrainiennes, de devoir payer pour les pots cassés. Aujourd'hui, il y a un responsable de l'agression, c'est Vladimir Poutine. Donc je dis tout simplement que c'est à lui de payer. On parle beaucoup de surenchère militaire, d'acheter des F-35 à Lockheed Martin aux USA, d'investir dans de nouveaux missiles sol-air, dans des drones et ainsi de suite. Moi, je dis, c'est bien d'être réaliste, d'être lucide, d'investir dans une stratégie de défense, encore une fois, européenne, mais c'est aussi utile d'activer des leviers qui sont à notre disposition, des leviers financiers, ici avec Euroclear. Et attention, j'ai vraiment envie de rassurer aussi vos téléspectateurs, il ne s'agit pas évidemment de vol, tout ça est encadré juridiquement, c'est une initiative des 27 au niveau européen, qui est aussi assortie d'un mécanisme de solidarité qui permet de protéger la Belgique en cas de répercussions ou en cas de contre-offensive de la part de la Russie. Dernière chose, vous êtes effectivement diplômé en droit international et soucieux de ça. Est-ce que vous êtes inquiet de le voir s'effondrer partout et de voir le multilatéralisme disparaître peu à peu?
Oui, très fort. Et en même temps, vous savez, c'est pas parce que quelqu'un se fait tuer en rue que vous dites il n'y a plus de droit pénal, ça ne marche plus. Donc je reste persuadé justement que nous avons besoin de structures et d'un ordre international qui puisse faire consensus. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment une ligne claire, c'est le respect le plus strict du droit international. Et ça, peu importe la région du monde, parce que j'observe quand même que certains s'émeuvent uniquement et souvent de manière totalement biaisée de ce qui se passe soit en Ukraine, soit en Palestine. Moi, en fait, j'applique les mêmes règles partout, que ce soit à Gaza, à l'est de la République démocratique du Congo ou justement dans la région ouïghour en Chine. Je pense que c'est bien plus cohérent et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui justement pour avoir un monde pacifié et qui puisse rester soutenable. On a besoin de droit international et d'écologie politique. Je résume Exactement, bien. Voilà, le mot d'ordre. Merci beaucoup Samuel Kogolati. Merci à vous et bon week-end. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce Trends Talk et à la semaine prochaine. Examinez la fiscalité de votre entreprise régulièrement. Mettez tout en place fiscalement pour assurer à votre entreprise tous les moyens disponibles pour se développer et grandir. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.